Bonjour, bienvenue à tous nos participants sur ce nouveau webinaire avec notre partenaire Deal et notre invité témoin Conviction RH. La paie est un élément essentiel dans la gestion RH en entreprise. Elle devient plus complexe en cas de dimensionnement international. C'est le thème de cette session de webinaire qui va durer 1 heure sur le thème « Comment consolider sa paie à l'international en 2024 ? Quels sont les facteurs clés de succès ?» Pour expliquer ces enjeux, nous avons 2 intervenants experts, Justine Leclerc, qui est Senior Manager ses convictions RH, et nous avons aussi Jairo Teinturier, expert global payroll chez Deal. Merci à mes 2 intervenants. J'ai le privilège d'animer ce webinaire, Philippe Guerrier, rédacteur en chef de RH Matin, et je vais laisser le soin à nos intervenants de présenter leur parcours professionnel et leur société. Justine, je vous laisse l'honneur de démarrer ce webinaire avec Conviction RH. Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments sur votre parcours professionnel et sur la société qui vous emploie? Tout à fait, merci Philippe et bonjour à tous. Donc Justine Leclerc, je suis effectivement Senior Manager chez Conviction RH. Donc, Conviction RH est un cabinet de conseil en ressources humaines avec 2 grandes spécialisations finalement, les RH et le SIRH, et puis les RH et la transformation. On accompagne un certain nombre de clients. On a aujourd'hui 210 consultants qui travaillent pour le cabinet et on a été créé il y a un petit peu plus de 17 ans. En ce qui me concerne, j'ai un parcours plutôt orienté paye, puisque j'ai commencé chez un éditeur de paye avec une passion finalement pour les chiffres. Et puis aujourd'hui, j'interviens sur des projets orientés plutôt SIRH avec une dimension stratégique et tout ce qui va tourner autour des schémas directeurs et des aides au choix, que ça soit au niveau local ou donc France ou international. Et puis bien sûr aussi sur tout ce qui va être paye internationale. Et c'est la raison de ma présence ici aujourd'hui. Et du coup, quels sont les profils des clients de Conviction RH? On a plusieurs types de profils. On intervient aussi bien pour des entreprises du secteur privé que des structures du secteur public. Et puis, on intervient auprès de toutes les tailles, que ce soit des PME, des ETI ou des grands groupes. Très bien, super. Merci, Justine. Du côté de Deal, on va laisser la parole à Jairo Teinturier. Jairo, est-ce que tu peux nous présenter l'activité de Deal? Absolument, avec grand plaisir. Merci Philippe. Merci Justine également. Ravi d'être là déjà, premièrement. Ça, c'est véritablement un plaisir de pouvoir échanger avec tous. Jairo Teinturier, donc effectivement, côté Deal. Aujourd'hui, Deal, c'est une entreprise qui a plus de 3000 collaborateurs autour du monde, avec une présence réelle, donc avec nos entités à nous dans plus de 120 pays actuellement. Et on accompagne justement nos clients à pouvoir gérer leurs talents sous différents types de formats, de statuts. Ça peut être du portage salarial, ça peut être du freelance, comme des collaborateurs directement embauchés dans les entités de ces clients-là sur différents pays. Et bien sûr, avec un accompagnement qui permet de rémunérer ces collaborateurs-là, ces talents-là, et bien sûr être conforme à une échelle globale et assurer cette conformité également pour nos clients. D'ailleurs, Philippe, si tu peux passer sur la slide après. Effectivement, juste en quelques chiffres. Donc aujourd'hui, comme je le disais, on est plus de 3000 collaborateurs. On a en gestion plus de 20 000 clients partout dans le monde. Ça, c'est véritablement un point extrêmement fort pour nous. Et on a des équipes dédiées justement pour la paye qui vont à la fois être des experts RH, des personnes légales, avocats, juristes, etc. Et bien sûr des gestionnaires de paye qui deviennent les gestionnaires de paye de nos clients. Ce qui nous permet de employer et en fin de compte de gérer la paye également de plus de 500 000 collaborateurs, mais ça nous permet aussi de gérer plus de 10 millions de bulletins de paye. Ce qui est assez impressionnant, parce que c'est vrai que Deal est assez humble dans son développement, mais on en parlait juste avant de lancer ce webinaire. Deal a eu un développement phénoménal depuis sa création, avec plusieurs centaines de millions de dollars levés. Nous avons déjà eu l'occasion d'interviewer l'un des cofondateurs, Alex Boisis, sur Newstank RH, sur RH Matin. Et on avait déjà mesuré tout le dynamisme qu'il allait impulser dans ce projet.
Et donc, effectivement, le projet est bien exécuté avec Deal, qui a maintenant une portée mondiale et ça s'accélère encore. Absolument. D'ailleurs, notre motto, c'est Deal Speed. Donc, c'est accompagner véritablement à tout niveau et rapidement. Merci Jairo pour ces éléments. Je vais vous présenter les différentes séquences qui vont rythmer ce webinaire. On va d'abord aborder dans une première section les points irritants qui sont liés à la paye multi-pays et dresser aussi un certain rapport d'étonnement. Nous verrons dans une deuxième séquence comment bien adresser un projet de consolidation de paye à l'international. Nous verrons dans un troisième volet les facteurs clés de succès. Et vous verrez, ça sera assez dense. Du coup, on se gardera un petit temps pour savoir ce qu'il faut retenir finalement de cette heure de webinaire dans une séquence dédiée. Et on finira par une session de questions-réponses avec nos participants. N'hésitez pas d'ailleurs à poser des questions. Vous avez un espace dédié sur l'interface de Livestorm à droite pour poser toutes les questions que vous souhaitez. N'hésitez pas. On essaiera d'y répondre dans le flux du webinaire ou peut-être en fin de session si jamais le temps imparti nous oblige à accélérer le rythme. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions et j'indique aussi également à nos participants que ce webinaire sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de RH Matin après la session live. Je vous propose à mes intervenants de rentrer dans le vif du sujet avec la première partie sur les points irritants qui sont liés à la paye multi-pays et le rapport d'étonnement. On va commencer par Justine. De votre côté, vous êtes avec Conviction RH, vous êtes en prise directe avec beaucoup d'organisations que vous accompagnez dans la définition de la stratégie de consolidation de paix internationale. Quels défis vous observez de votre côté au quotidien chez Conviction RH ? Effectivement, c'est des projets complexes, donc il y a beaucoup de défis à relever pour les entreprises et c'est vrai que assez souvent, ce qu'on va constater comme difficulté en lien avec ces projets, c'est tout d'abord un manque d'harmonisation entre les process, les règles et les données, au niveau des process, des règles et des données entre les différents pays. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas avoir une même façon de traiter la paye dans tous les pays qu'un groupe peut couvrir. Et donc, ce manque d'harmonisation, finalement, ne permet pas facilement d'adresser ce sujet. Ensuite, on va avoir des difficultés aussi liées à du reporting. Pourquoi ? Parce qu'on va potentiellement ne pas avoir les mêmes référentiels de données. On peut administrer finalement le même type de données, mais en la catégorisant ou en l'appelant d'une façon différente. Et donc, ça ne facilite forcément pas le reporting. Ensuite, et je pense que c'est le dernier point de difficulté sur ces sujets de paye internationale, c'est que finalement, il est très difficile d'arriver à piloter l'activité en tant que telle de paye internationale, puisque on a du mal à monitorer ou en tout cas avoir des indicateurs fiables sur combien coûte réellement une paye dans chacun des pays, quels sont les acteurs qui sont impliqués dans notre paye pour chacun des pays, et du coup de prendre des décisions et avoir une stratégie autour de la paye internationale. Voilà finalement en synthèse les grands points de difficulté rencontrés. Merci Justine pour cette phase d'introduction. Donc j'en ai bien compris, 3 principaux points: manque d'harmonisation des process, difficulté pour réaliser du reporting, difficulté pour piloter l'activité. Jairo, de votre côté, du côté de Deal, quels irritants vous avez détectés et quels sont les besoins clients que vous observez au quotidien ? Alors, en fin de compte, ça s'aligne énormément avec ce que Justine vient de mentionner. Donc, cette partie d'harmonisation, cette partie de reporting, et évidemment également cet angle de monitorisation et de pilotage à une échelle groupe, en fin de compte. Comment est-ce que ça peut se traduire? Typiquement, pour un point d'harmonisation, le contraire, ça serait actuellement, nous avons beaucoup trop d'intervenants, beaucoup trop d'outils différents. On a des formats, des langues différentes. Donc, typiquement, même envoyer les éléments de paye, les variables de paye, sur un Excel sans avoir accès à une plateforme via email. Tous ces éléments-là qui peuvent ralentir les processus, qui restent extrêmement manuels et donc où il n'y a pas forcément de valeur ajoutée également pour les experts côté client, puisqu'on est sur quelque chose d'extrêmement tactique.
lorsque, évidemment, le but, c'est d'apporter cette stratégie de pouvoir garantir, conserver nos talents, en fin de compte. Sur la partie reporting, eh ben, sur ce que disait Justine, effectivement, c'est juste, on n'a pas une vision, on n'a pas une visibilité globale de ce qui se passe, à la fois financièrement, bien sûr, mais aussi sur les processus. On a des processus qui peuvent être en haut, en bas, à gauche, à droite, au lieu d'avoir quelque chose central qui nous permet d'avoir véritablement ce fil rouge et un accompagnement centralisé. C'est vraiment le mot, je pense, du jour. Oui, donc il y a vraiment plusieurs points que vous rencontrez sur le terrain de manière très opérationnelle. Hein. Vous aviez cité vous avez une dizaine de points, pas de blocage, mais des fois, en tout cas, d'éléments d'obstacles qu'il faut lever pour fluidifier la dimension de paye à un niveau international. Absolument. Je pourrais même rajouter un point qui serait celui de la conformité. Les experts côté client ne sont pas censés comprendre non plus tous les changements légaux partout dans le monde. Ça, c'est justement le rôle que DIL pourrait prendre également pour eux. Ça marche. On va revenir naturellement sur ces différents points au cours de ce webinaire. Je vous propose d'aborder la séquence numéro 2 sur la question comment bien adresser un projet de consolidation de paye à l'international. Alors, on a vu déjà tous les irritants avec Justine et Jairo. Naturellement, c'est le genre de projet qu'il faut plutôt bien cerner, hein, bien cadrer. Justine, de votre côté, quelles sont les bonnes questions à se poser pour appréhender un projet de consolidation de paye internationale? Par exemple, si on prend le modèle de service. Alors effectivement, ça serait la première question à se poser, de savoir quel est le modèle de service qu'on souhaite mettre en place, qu'est-ce qu'on entend par modèle de service, et tout simplement le type de gestion qu'on va déployer pour nos pays. Il existe finalement 4 grands types de gestion. On va avoir d'abord une gestion internalisée, qui est la moins répandue aujourd'hui, avec une internalisation du métier déjà et des processus, et aussi une internalisation technique. Donc ça veut dire que la solution est hébergée par l'entreprise directement. Et ensuite, on va avoir ce qu'on appelle une externalisation partielle, où là, on va avoir une externalisation technique et une internalisation métier. Donc, toute la partie hébergement, la maintenance va être réalisée par un éditeur qui va proposer une solution, et tous les processus vont être gérés du coup par l'entreprise pour ses collaborateurs. Voilà les 2 premiers niveaux. Et ensuite, on passe sur 2 deuxièmes niveaux d'externalisation cette fois, avec une externalisation totale de la production, des services, et là, en l'occurrence, pour notre sujet de la paye. Donc, ça veut dire que l'intégralité de la paye est réalisée par une entreprise tierce et pas par l'entreprise cliente. Et puis, on a enfin l'externalisation totale, où là, en plus de la production de la paye, on va pouvoir externaliser aussi la partie assistance collaborateur. C'est-à-dire, je suis dans une entreprise, un collaborateur dans un pays donné, j'ai une question sur mon bulletin de paye, et ben, je peux m'adresser au prestataire qui, prend en charge la réponse à apporter au collaborateur. Donc, c'est déjà cette première question à se poser. Quel est le niveau et le modèle de service que je souhaite mettre en place au sein de mon entreprise? Merci Justine. Donc si j'ai bien compris, hein, sur les 4 principales approches recensées par Justine en l'état actuel, on en a eu 4 de présenter: la gestion internalisée, la gestion en externalisation partielle, la production en externalisation totale et la gestion en externalisation totale. Donc c'est déjà un cadre qui est déjà fixé, et il faut trouver une configuration qui colle aux besoins de l'organisation. Comment est-ce qu'on fait, Justine, pour bien cadrer ces ambitions de centralisation? Comment on y arrive? Alors effectivement, c'est la seconde question finalement qui est un petit peu en lien avec le modèle de service, c'est le niveau de centralisation. Niveau de centralisation, c'est-à-dire à quel point je veux que ma donnée soit centralisée dans un seul et même outil, et est-ce que je vais avoir un seul et même outil pour l'ensemble de mes pays?
Donc là aussi, on va retrouver finalement 4 grands niveaux de centralisation. On peut avoir un premier niveau où on va avoir des outils locaux. Donc chaque pays finalement va pouvoir gérer sa paye en autonomie dans l'outil qu'il souhaite et potentiellement avec des prestataires différents s'il souhaite externaliser au niveau local. En revanche, on va instaurer une brique de reporting qui va permettre la centralisation de la donnée et la remontée de l'ensemble des données des pays vers cette brique de reporting et qui va permettre au groupe de piloter l'activité. Ça, c'est la première option. La seconde, c'est de mettre un outil global de paye. Et donc, finalement, de dire tous mes pays vont réaliser la paye dans la même solution, ou en tout cas vont piloter la paye via la même solution. Et donc là, ça m'évite de mettre en place le reporting, puisqu'en fait, ma solution de paye contient les données qui me permettent de faire mon reporting. Ensuite, on a ce qu'on appelle les outils Core RH. Donc là, on va avoir deux nouvelles architectures qui se présentent à nous. On peut me faire un projet Global Payroll sans avoir de Core RH. C'est quand même conseillé d'en avoir un parce que le Core RH porte l'ensemble de la donnée administrative. Mais du coup, avec un outil Core RH, on peut avoir soit l'outil Core RH couplé, toujours pareil, à notre outil de paye pour l'ensemble des pays, ou alors un outil Core RH qui va pouvoir se connecter à l'ensemble des outils locaux de paye. Oui, on comprend bien la nécessité d'avoir une certaine expertise en la matière, tellement les architectures sont modulables. Oui, et du coup, comment vous intégrez la dimension de gestion d'état, des temps dans les projets, la dimension de GTA? C'est une très bonne question et c'est une question qu'il faut se poser également. Est-ce que finalement, je profite de mon projet Global Payroll pour pouvoir déployer une gestion des temps à l'international? Il n'y a pas de réponse parfaite, il n'y a pas une seule réponse. La réponse dépend bien souvent de la complexité de la gestion des temps et des activités. Si vous êtes dans une entreprise qui a une gestion des temps assez complexe avec beaucoup de primes liées à l'activité, beaucoup d'heures supplémentaires, beaucoup d'heures excédentaires, finalement, ça va être plus difficile de trouver un outil qui va permettre cette gestion au niveau international. L'offre aujourd'hui fonctionnelle sur le marché du SIRH est encore assez faible au regard de tout ce qu'il est possible de faire en gestion des temps, parce que comme on le sait à peu près tous autour de la table, je pense, la gestion des temps est un petit peu moins soumise à de la réglementation, et la liberté qui est offerte sur la négociation en lien avec la gestion des temps fait qu'on peut avoir une multitude de règles et une diversité de règles qui rend parfois difficile l'uniformisation et donc la standardisation dans un outil. Merci Justine, vous m'offrez une transition sur un plateau avec Jairo sur cette dimension d'aspect opérationnel. Là, du coup, avec Jairo, on va évoquer les dimensions un peu de spécificité par pays. Comment, du côté de Deal, vous gérez les spécificités locales, finalement, de la paye, finalement, avec une harmonisation au niveau international? Absolument. Je faisais allusion à ça justement un petit peu sur notre première partie, notre premier segment, où effectivement il y a la partie conformité, donc changement, loi de travail locale, législation locale, etc. Mais un point super important par rapport à ça, et ça connecte également ce que disait Justine, c'est les besoins, par exemple, en GTA ne sont pas les mêmes et les réglementations ne sont pas les mêmes pour la gestion des temps dans tous les pays. La France, par exemple, est un des meilleurs exemples où on peut avoir des choses comme des temps qui vont être dédiés et repris par la suite en paye, qu'il faut recalculer en paye, prendre en considération ces temps-là pour, par exemple, avoir le correct nombre d'heures supplémentaires travaillées par ce collaborateur sur une réglementation que l'entreprise aura décidée, 35, 37 heures, et si ça dépasse, il y a une règle dessus directement. Un autre exemple sur ça pourrait être même temps de travail la nuit ou les week-ends, où il y a des taux qui font prendre en calcul, également dans le projet. Donc effectivement, aujourd'hui, ce que Deal propose, c'est différentes choses. Il y a la possibilité, bien sûr, de se connecter avec différents outils. Donc les intégrations, ça c'est un point super important pour nos clients. Et ça peut tomber également sur, comme disait Justine, sur la stratégie du client ou la stratégie de l'entreprise à différentes échelles.
Donc, soit on a externalisé l'ensemble de la gestion de la paye, ou on externalise seulement un certain nombre de pays. Quel est le nombre de pays qu'on souhaite avoir dans le projet? Et on peut même aller un petit peu plus loin sur quel processus, en fin de compte, on souhaite véritablement mettre en place. Donc, tout ça, justement, se travaille à la fois avec les équipes de Justine, par exemple, et nos équipes à nous, dans le sens où on va construire ce projet-là pour répondre précisément, point par point, à la stratégie. Pourquoi c'est important d'avoir cette agilité-là? C'est extrêmement simple. On va savoir s'adapter à la vitesse de croissance, par exemple, et de transition à l'international pour nos clients. Ça peut être soit très lent et organique, ou ça peut être quelque chose de on a besoin de grandir. Maintenant, on a besoin d'un accompagnement pour même implémenter une entité dans les pays. Et donc, tout ça, ce sont des services que Deal propose et qu'on va pouvoir répondre au fur et à mesure aussi de la stratégie du client. On va revenir notamment sur une solution que vous proposez du côté de Deal qui s'appelle Pearl Connect. Mais avant d'aborder ce sujet-là, je voulais revenir un peu sur les dimensions de spécificité par pays. C'est vrai que naturellement on regarde en premier lieu le marché français, on a quelques spécificités réglementaires, on va dire. Mais vous, du côté de Deal, vous avez une vision plus globale sur ce qui se passe en termes de démarches de paye par pays. Est-ce que vous avez quelques exemples de pays sur lesquels il y a des choses très spécifiques qu'il faut cerner avant d'entrer sur ce marché? Absolument. Il y a énormément d'exemples. Là, Philippe, vous me rendez heureux parce que c'est ma spécialité. Un premier exemple, ce serait l'Allemagne où il existe une taxe que l'employé doit déclarer sur quelle église ils sont rattachés, à quelle église ils sont rattachés. C'est une particularité absolument allemande, mais qu'il faut prendre en considération également en paye puisqu'il y a différents taux à prendre en charge. Un autre exemple, ça peut être les déclaratifs typiquement au UK, donc le Royaume-Uni, où à l'époque c'était Taxes and Customs of Her Majesty the Queen, et maintenant ça s'appelle His Majesty the King, Revenue and Customs. Donc une sorte de DSL, si vous voulez, anglaise, où justement il faut être au courant de ces changements-là. Et maintenant, pour citer un exemple un peu plus exotique peut-être, en Indonésie, par exemple, les charges patronales, on le sait bien, c'est l'une des plus basses au monde. Donc ça, c'est un point peut-être intéressant aussi. D'accord. Et dans la préparation, vous citiez un cas aussi, un exemple en Australie. Alors j'ai un petit coup de cœur pour l'Australie parce qu'ils voulaient absolument que je reste là-bas pour travailler, mais je suis revenu du coup. Mais pourquoi l'Australie? Alors, l'Australie est un exemple assez intéressant où le prélèvement à la source n'est pas encore sur place. C'est quelque chose qui est justement dans la roadmap, on va dire, du gouvernement australien, où en fin de compte, c'est les collaborateurs, les employés qui doivent compléter leur formulaire de taxes, tout simplement, et qui doivent communiquer derrière à leur entreprise. Et par extension, l'entreprise communique au prestataire paye pour le prendre en charge et justement pouvoir passer tout ça en paye. D'accord. Alors, je peux pas éviter cette question de mon côté quand je suis du côté de français. Comment vous trouvez, Jairo, la réglementation française finalement? Est-ce qu'elle est par rapport à d'autres pays? Est-ce que c'est un enfer, c'est un paradis? C'est à quel niveau de difficulté vous placez la France? Beaucoup des prestataires, on va dire, un paye, vont considérer la France comme l'un des pays les plus complexes. Pour moi, c'est certes qu'il s'agit d'un pays complexe, mais c'est pas un pays difficile. Dans le sens où, une fois qu'on a véritablement modélisé la solution, en fin de compte, et qu'on est à jour avec tous les changements légaux, de manière générale, qui est en place tous les ans, c'est un pays où, administrativement, on est bon, on est carré. Pour citer un exemple très proche de nous,
l'Italie, par exemple, là, c'est une paye qui est difficile. Pourquoi? Parce qu'ils ont des changements qui peuvent arriver tous les 3 mois, typiquement, et il faut être au courant, il faut être au jour par rapport à ces changements-là. Si on souhaite, bien sûr, c'est en conformité avec les nouvelles réglementations. Un autre exemple que je pourrais même citer, ce serait les États-Unis, où apparemment beaucoup de prestataires diraient que c'est simple. Et ben pour moi, c'est un peu le contraire. Pourquoi? Parce que on a une gestion des bénéfices qui est toutes les caisses sont privées. Il n'y a pas de sécurité sociale à proprement dit. Donc il faut trouver des partenaires qui peuvent accompagner nos clients justement. Et tout ça, on le fait aujourd'hui. Donc ça, c'est un point super important, y compris le fait qu'il y a 2 payes par mois ou une paye chaque semaine aux États-Unis, par exemple. Mmh. Et donc du coup, Jairo, pour revenir sur les solutions que propose Deal, si jamais on choisit de ne pas externaliser tous les pays, donc du coup vous mettez en avant une solution qui permet de faire la jonction avec l'ensemble des cas d'usage. Absolument. Ça retombe aussi un petit peu sur les pays qu'on souhaite externaliser, donc les pays qu'on va avoir en scope, pour utiliser le terme qu'on utilise côté Deal. Un exemple assez classique, ça pourrait être, mettons, Justine, son entreprise a une présence en Espagne, en France et en Italie, France étant la maison mère. Pour l'instant, la prestation en France est bonne, donc pas forcément besoin d'externaliser également avec Dealsa. Aucun problème. Deal est loin d'être jaloux. On peut rajouter des fichiers de type masse salariale ou des rapports de gross to net sur la plateforme Deal et agréer, rajouter en fin de compte cette nouvelle data également dans l'analytique Deal, ce qui permet en fin de compte d'avoir l'externalisation de la paye pour l'Espagne et l'Italie dans l'exemple que j'ai cité et la France juste rattachée dans l'analytique. Quel est le but? C'est d'avoir une vraie vision, une vraie visibilité de ce qui se passe. Donc, on n'a pas seulement accès à la data que Deal va produire grâce à l'Espagne et l'Italie, mais on pourra rajouter cette partie-là de la France aussi, et ça nous permet vraiment d'avoir une vue globale de l'entreprise. Merci Jairo, merci Justine pour cette partie qui était très dense. Je vous propose d'avancer sur le webinaire avec la partie numéro 3 sur les facteurs clés de succès. Alors là aussi, on va avoir un focus assez important. Je vais donner la parole à Justine pour démarrer sur le point numéro 1. Alors on vous les a recensés pour faciliter la compréhension par nos participants. On va commencer par le premier, élaborer les business cases et le modèle financier. Alors Justine, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme élément sur ce sujet? Alors, sur la partie, tout d'abord, business case, en fait, ce qu'on appelle un business case, c'est finalement le fait de recenser les coûts de production actuels pour chacun des pays pour identifier ce que coûte vraiment la paye et puis de mettre en comparaison et en lumière finalement ce que va coûter demain le projet Global Payroll. Donc, si par exemple, vous faites le choix de Deal, de mettre en lumière la différence entre ce que coûte actuellement pour chacun des pays la production de la paye et de mettre en face les coûts de production avec Deal que vous pourriez avoir pour voir si finalement le projet vous permet d'avoir des gains de production, de productivité de votre paye et du coup d'arriver à identifier finalement si le projet est entre guillemets viable financièrement, même si c'est pas la première raison, ou en tout cas la première motivation qu'on peut avoir pour faire un projet Global Payroll. Le second point, le modèle financier, c'est sur la base de ce business case, arriver à définir finalement et à placer le curseur de l'accompagnement des pays. Pourquoi? Parce que si vous prenez le parti de dire c'est le groupe qui choisit l'outil pour l'ensemble des pays, et finalement l'accompagnement financier que le groupe pourra apporter à ces pays dans la mise en place de ces solutions, que ça soit sur le coût de projet ou sur le coût de réalisation après quand le SIRH
en run, ce qu'on appelle en run, donc en récurrent, avec les coûts récurrents. Le fait de placer ce curseur-là, quand on est en groupe, ça permet d'accompagner le changement et d'inciter finalement, alors financièrement pour le coup, mais d'inciter les pays à se lancer dans l'aventure Global Payroll. D'accord, très bien. Merci Justine. Jairo, de votre côté, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme élément d'approfondissement sur ce sujet? Alors, en cours, je suis d'accord avec Justine. Maintenant, si on va un petit peu plus en détail, effectivement, un point super important qui est le coût. Il faut comprendre également que le coût, c'est pas seulement d'un point de vue financier, c'est aussi, il y a une variable temps à tenir en compte. Le temps que les experts côté client vont mettre pour pouvoir faire tout simplement une paye dans un pays donné. Donc ça, ce sont des éléments que nous, on peut prendre et créer quelque chose comme une sorte de retour sur l'investissement avec les projections et accompagner justement à construire ça à nos potentiels clients. Pourquoi le but, c'est justement qu'ils puissent se projeter, c'est véritablement le bon mot, sur l'impact que ça aurait pour la décision au niveau groupe, par exemple. Ça touche d'ailleurs à un point que Justine vient de mentionner, c'est aussi tous les acteurs au sein de l'entreprise. Typiquement, ils peuvent avoir des relais experts au niveau client sur chacun des pays. Ces personnes-là doivent être au courant également de ce projet-là, doivent faire partie du projet. Et typiquement, pour nous, on incite et on invite justement la décision groupe à inviter ces personnes-là dans les échanges pour que tout le monde puisse avoir le même ressenti, la même valeur en fin de compte pour ce changement de stratégie. On est bien conscient que c'est un changement de stratégie. Le changement, c'est la seule variable dans la vie en manière générale qui est constante, mais c'est pas toujours facile de s'y adapter. Donc, nous, on va faciliter justement cette adoption-là, cette absorption de ce nouveau processus. Alors justement, Jairo, j'ai une question d'une participante qui me demande comment DIL gère en interne les mises à jour des diverses réglementations des pays par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure. Concrètement, comment vous rassemblez ces éléments et comment vous les distribuez à vos clients? Absolument. Alors, en France, on l'appellerait veille légale et conventionnelle, mais c'est effectivement une veille légale à l'international, sur l'ensemble des pays qui ont été implémentés sur DIL. La première chose, je l'ai dit en introduction, c'est que DIL, premièrement, on ne fait pas appel à des partenaires locaux, ce sont véritablement les employés de DIL, en fin de compte, qui vont avoir cette veille-là. Donc, on a des équipes, encore une fois, localement de juristes, d'avocats, ce qui nous permet, pour la partie conformité, d'avoir cette veille légale, pouvoir en amont que un projet de loi soit validé, de pouvoir déjà commencer à communiquer à nos clients. Hey, attention, il y a une augmentation de salaire à prévoir en Australie. On va conserver l'Australie comme exemple, avec un prélèvement à la source qui sera fait directement. Ok, pas de problème. Ça vous impacte tel type de population. Prenez-en note. Une fois que la loi est validée, à ce moment-là, DIL automatiquement met à jour la plateforme et on communique ce changement-là à notre client. Ça marche. Merci Jairo pour ces éléments. Je vous propose d'aborder le point 2 des facteurs clés de succès, qui est donc cette dimension de gouverner, piloter et anticiper. Donc du coup, Justine, je reviens vers vous pour aborder ce volet. Comment on structure cette approche au sein des organisations? Alors, la première étape, c'est de choisir un sponsor fort et global pour l'ensemble du projet qui aura la main pour lever les risques potentiels et surtout qui aura toute la latitude pour prendre les décisions stratégiques en lien avec ce projet. Ça, c'est la première étape et ce sponsor devra être nommé dès le départ et finalement suivre l'évolution de l'ensemble du projet.
La deuxième, le deuxième finalement, la deuxième action qu'on peut faire pour cadrer et bien piloter, anticiper ce projet, c'est définir dès le départ la stratégie de déploiement. Qu'est-ce qu'on met derrière stratégie de déploiement? C'est est-ce que on impose le global payroll à l'ensemble du pays? Est-ce qu'on le fait sur la base du volontariat? Est-ce que c'est un entre-deux? En fait, finalement, comment on va amener ce projet-là auprès des pays? Et donc, dans l'anticipation, c'est dès le départ, dès les prémices du projet, dès qu'on a posé finalement notre stratégie de déploiement, c'est commencer à communiquer, à embarquer, surtout si on a volonté d'avoir tous les pays dans le global payroll, c'est vraiment de communiquer au plus tôt dès que la stratégie est posée, parce que communiquer trop vite, parfois on fait des petites erreurs de communication, ou on peut communiquer des choses qui ne sont pas forcément arrêtées, donc c'est pas l'idéal. Mais en tout cas, dès que vous êtes sûr de vous sur la stratégie de mise en œuvre, commencez à communiquer, à mobiliser vos pays, parce que sans ça, malheureusement, vous aurez des difficultés à mener le changement. Merci Justine, effectivement, pour cette dimension de gouvernance. Du côté de Jairo, comment vous abordez cette dimension de gouvernance? Alors, j'ai touché justement le point brièvement juste avant sur comme pour rebondir en fin de compte sur ce que disait Justine précédemment, mais on retombe un petit peu sur le même schéma qui est donc avoir un point pivot. Effectivement, c'est absolument important, mais il faut pas oublier les autres joueurs. En fin de compte, si on prend une équipe de basketball, effectivement, on a nos pivots dans les angles qui vont pouvoir faire certaines choses dans la stratégie d'équipe. Il faut inclure l'équipe entière. Et ça, c'est justement un point super important pour nous. C'est pas simplement parce que ce sont les gens qui vont également avoir en gestion au quotidien cette paye-là, mais aussi ils vont avoir une incidence sur la partie rapport pour le groupe, mais ils ont aussi des obligations locales. Donc, ils ont aussi des obligations de pouvoir faire des rapports localement pour être conformes. Un exemple, ça pourrait être les rapports type égalité femmes et hommes en France et des choses comme ça, où c'est ces personnes-là qui ont cette obligation de créer. Donc, nous, on met tout ça à disposition. Donc, on a ces différentes échelles, l'échelle globale, l'échelle locale et en fin de compte, l'échelle presque personnelle également. Mais concrètement, du coup, je vous pose cette question à vous deux. Au sein des organisations, qui s'implique dans la gouvernance? Quels sont les départements, les cellules? Est-ce qu'il faut mettre en place une mission dédiée? Qui supervise ce type de projet? Je commence avec Jairo, du coup. Ouais. Alors, sur la partie projet, effectivement, en général, les sponsors déjà de ces projets-là, on va avoir, en règle générale, les directions des ressources humaines en sponsor vraiment des projets de Global Payroll. Ça peut être aussi une impulsion côté plus finance, si on a besoin de reporting financier et de pilotage financier du groupe. Mais c'est vrai que la plupart du temps, le sponsor va être DRH. Et après, en termes d'acteurs vraiment au sein des entreprises, on va forcément avoir l'implication des équipes SIRH qui gèrent les systèmes d'information RH pour l'ensemble du groupe. Et puis, on va avoir les acteurs pays, effectivement. Il faudra un référent par pays. Je pense que c'est commun aux méthodologies Conviction RH et DIL. Et tout au long du projet, il faudra identifier une personne référente pour chacun des pays qui a la connaissance du pays pour vraiment être le point d'entrée dans le pays et permettre la prise en main finalement des règles qu'ils doivent appliquer et de leur mode de fonctionnement. Jairo, de votre côté, quel acteur vous identifiez au sein des organisations pour avancer sur ce type de dossier? Les mêmes acteurs que Justine vient de mentionner. Peut-être on pourrait rajouter aussi que il peut exister une corrélation avec la taille de l'entreprise. Plus l'entreprise est petite, plus ça peut être même le fondateur de l'entreprise, par exemple, qui a un besoin très spécifique d'un point de vue vitesse, par exemple, de déploiement, des choses comme ça. Mais effectivement, plus les entreprises grandissent, plus elles ont des départements comme département de ressources humaines, département de finances,
Et on peut inclure d'ailleurs pendant la discussion même des départements type le département technologique ou IT des entreprises pour tout ce qui sera intégration, etc. Mhm. Merci Jairo pour ces précisions. Je vous propose de continuer sur le listing des facteurs clés. On en a abordé 2. Le 3e, établir le degré d'harmonisation souhaité. Justine, je reviens vers vous du coup. Alors là, cette dimension d'harmonisation, dans quel sens il faut la comprendre? Alors, ça va toucher deux types finalement enfin, 2 éléments. On va avoir l'harmonisation des processus et du réglementaire de paye. On pourrait imaginer effectivement qu'une prime est commune à un groupe et donc on va devoir harmoniser le nom de la rubrique, le code de la rubrique par exemple, ou la manière dont elle est calculée. Et puis l'harmonisation des processus, c'est plus comment un collaborateur va faire pour poser une question sur son bulletin de paye, de quelle manière il reçoit son bulletin de paye, et est-ce qu'on veut que dans tout le groupe, les collaborateurs reçoivent leur bulletin de paye de la même manière. Donc là, c'est placer le curseur sur l'harmonisation des processus et des règles. Et le 2e point où on doit se placer le curseur, et pour le coup, là, on n'a pas vraiment le choix, c'est sur les référentiels. Les référentiels de données, notamment, et on l'a déjà abordé, mais pour le reporting, il est important que une entité qui s'appelle X ou un service qui s'appelle X dans un pays s'appelle X aussi dans un autre pays, parce que sinon, quand je vais devoir rapprocher ces données entre les pays et savoir combien de personnes j'ai dans mon service, et ben, s'il s'appelle X, Y et Z, j'arriverai jamais à savoir vraiment combien de personnes représentent X. Ça marche, Justine, merci. Et du côté de Jairo, sur cette dimension d'harmonisation, de votre côté, quelle solution vous mettez en avant du côté de Deal pour favoriser cette dimension d'interopérabilité finalement? Absolument, absolument. Eh ben, il y a plusieurs choses, mais en fin de compte, la solution va se modéliser justement sur le besoin du client, à la fois d'un point de vue nomenclature des entités, l'organisation et les hiérarchies pour les différents types d'accès qui vont valider certains circuits par exemple le circuit paye, mais pas la validation pour le paiement de cette paye-là. Tout ça, ce sont des éléments qui vont être pris en considération pendant la phase de mise en place. On est extrêmement conscient aussi que les ressources justement de nos clients peuvent être limitées. Donc, tout ça est un processus de travail en commun, ensemble, comme ça a été justement tout le processus avant justement arriver au point de collaboration, qui est de construire ensemble cette stratégie et de répondre au fur et à mesure à chacun des points. Et vous mettez du coup, vous développez du côté de Deal, c'est ça, des solutions autour du mapping, c'est ça, si j'ai bien compris, pour identifier, j'imagine, les cas d'usage en fonction des pays et pour arriver à une harmonisation globale? Absolument. Alors, ce que Deal propose en fin de compte, je le disais, c'est une langue commune, une véritable harmonisation dans tout le processus. Ce qui signifie que même avec les particularités locales, qu'on va bien sûr modéliser, respecter, on va rajouter la couche groupe, exactement ce que disait Justine. Et ça, c'est un élément crucial pour justement que la collaboration soit réussite. D'accord. On arrive au 4e point, des facteurs clés de succès sur la dimension d'accompagner le changement. Alors là, naturellement, on va remonter un peu au niveau d'un cran pour savoir comment ça se passe au niveau de ce qu'on appelle, si j'imagine, la conduite de changement. Justine, est-ce que vous pouvez nous apporter des précisions là-dessus? Alors tout à fait, et on en parle depuis le début finalement de la conduite du changement et de l'importance qu'elle a. Elle doit absolument pas être négligée et être un chantier à part entière finalement de notre projet. Ce qui est important, c'est de définir les éléments de langage au niveau groupe
et ce, en amont de toute communication. Donc, ne pas se précipiter, même si on l'a dit, il faut embarquer tôt, mais ne pas se précipiter si les éléments de langage et la stratégie n'est pas définie, pour pas faire d'effet waouh, et finalement l'effet qui se coule, comme on dit, et que finalement on ne soit pas embarqué parce que ce qui avait été promis ou ce qui avait été annoncé n'est pas tenu par le groupe. Et puis, c'est intégrer aussi les gaps culturels qui peuvent exister entre les pays. On va travailler sur des projets Global Payroll avec plein de pays différents, et forcément, on a des cultures et des façons de travailler qui peuvent être différentes. Donc, c'est important d'intégrer les gaps culturels et puis aussi les contraintes horaires de chacun. On a tendance à oublier qu'on n'est pas tous sur le même fuseau horaire, et c'est essentiel de l'intégrer pour que les réunions impulsées par le groupe puissent être tenues sur des horaires qui puissent convenir à tout le monde, quitte à faire plusieurs réunions pour pas que les gens aient à se connecter à des heures improbables. Alors, merci Justine. Jairo, de votre côté, j'imagine que vous accordé une certaine importance à cette dimension de global, cet anglicisme à la fois de global et de local. Comment vous abordez cette dimension d'accompagnement de changement? Absolument. Alors, Justine l'a dit, ce qui est important aussi, c'est de prendre en compte même le fuseau horaire. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est justement l'accompagnement doit être dans le même fuseau horaire. Le gigantesque avantage de Deal aujourd'hui, c'est qu'on est une entreprise full remote. Bienvenue chez moi. Encore une fois, l'avantage, c'est il n'y a pas de limite de temps. On est absolument partout dans le monde. Ce qui permet un véritable suivi et accompagnement à nos clients, mais aussi une réponse locale avec une connaissance locale absolument partout dans le monde. Ça marche, merci Jairo. Le temps avance très vite, il nous reste un petit quart d'heure ensemble, donc du coup, mais on va tenir le timing. On s'était dit que on allait avoir une petite session de questions-réponses et je pense qu'on va y arriver. Il nous reste une dernière section pour faire un peu une synthèse de ce qui a été dit au cours de cette session de webinaire. Ce qu'il faut retenir, on va revenir sur les slides présentés. Et du coup, Justine, sur les points essentiels à retenir en l'état actuel, il y en a un, c'est naturellement l'objectif principal à atteindre. Comment on peut décortiquer cette dimension d'objectif? Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas un seul objectif à atteindre et que chaque entreprise a ses objectifs. En tout cas, un projet de Global Payroll peut permettre à chacun de faciliter le pilotage de son activité et ses coûts de production, potentiellement sur la paye, d'harmoniser ses pratiques, de favoriser l'émergence aussi d'une identité groupe, finalement, parce que faire un projet Global Payroll, c'est créer aussi un mouvement groupe et c'est rapprocher tout le monde autour d'un sujet. Donc, ça peut permettre de mettre en place et de favoriser cette identité. Ça peut aussi permettre de fiabiliser, centraliser les données, de sécuriser la production de la paye ou encore d'accélérer la prise de décision au niveau groupe parce qu'on a de la donnée fiable, accessible en temps réel. Et donc voilà, chaque entreprise aura ses propres objectifs. En tout cas, les projets Global Payroll peuvent permettre de répondre à ces objectifs-là. Merci Jairo. De votre côté, est-ce que vous pouvez apporter des précisions au nom de Deal? Absolument. On a cette approche aussi comme Conviction RH qui est extrêmement consultante. Donc, on aime penser que on va devenir la nouvelle langue pour le groupe, pour les entreprises. Et donc, on est extrêmement conscient également du fait du local, comme vous le disiez, Philippe, où effectivement, on va savoir s'inscrire sur cette stratégie-là et on va essayer, c'est pas juste de s'inscrire, mais d'y participer activement en fin de compte. Ça, c'est un point super important puisque, encore une fois, c'est pas une simple plateforme qu'on propose, c'est pas juste l'outil, c'est également tout ce qu'il y a derrière, tout ce que représente Deal actuellement autour du monde. Ça marche, merci Jairo. Sur le deuxième point, sur cette dimension de bien adresser et de cadrer le projet, on a déjà largement abordé ce sujet lors de ce webinaire, mais quels sont vraiment les principaux points essentiels qu'il faut retenir, Justine, de votre côté sur cette dimension?
Et là, comme on l'a dit, le premier point, ça serait de bien choisir son modèle de service, ensuite de bien définir son ambition de centralisation et enfin de poser son architecture et surtout de cadrer son périmètre fonctionnel. Est-ce que j'intègre ou non la gestion des temps, par exemple, dans mon périmètre fonctionnel Global Payroll? Super. Belle synthèse. Merci Justine. Jairo, de votre côté? Justine m'a eu. Je plaisante, mais effectivement, c'est être bien cadré sur effectivement ce qu'on souhaite faire. Le déploiement peut se faire d'ailleurs en plusieurs étapes et donc être capable d'aussi pouvoir repérer ces étapes-là, ce que nous attendons à chacune de ces étapes-là. L'exemple parfait, c'est encore une fois, comme vous disiez Philippe, deal à Payroll Connect. Et donc, ça permet aussi de faciliter justement ces changements-là au fur et à mesure. Ça marche. Priorité à cette dimension de scalabilité, hein. C'est un nom bien français aussi. D'ailleurs, on appelle ça une mise à l'échelle, on va dire, au niveau international, hein, pour être un peu plus précis. Dernier point, du coup, que je voulais aborder avec vous sur les points essentiels, sur les facteurs clés de succès. Est-ce qu'on peut résumer de manière synthétique les principaux points sur lesquels il faut veiller lorsqu'on lance ce genre de projet de paie à l'international? Justine? Tout à fait. Donc, on a abordé 4 grands facteurs clés de succès. La partie business case, modèle financier, donc arriver à définir le gain que peut apporter ce projet, s'il en a un, et puis comment je l'accompagne d'un point de vue financier. Ensuite, on a parlé de gouvernance et de sponsorship. C'est important d'avoir des instances qui sont définies et de piloter ce projet de manière uniforme du début à la fin, finalement, pour conserver une même lignée qui favorisera, ce qui est notre quatrième facteur clé de succès, et je reviendrai au troisième ensuite, mais ce qui favorisera forcément notre accompagnement au changement. Et enfin, le troisième facteur clé de succès qu'on a abordé, c'est le degré d'harmonisation, c'est-à-dire à quel point je veux que mes pays fonctionnent de la même manière, sans oublier l'importance des référentiels, effectivement, pour préparer notre reporting. Ça marche. Merci Justine sur ces volets importants à retenir. Jairo, de votre côté, est-ce que vous comptez apporter des précisions, hein, sur les principaux points clés à retenir que l'on a abordés au cours de ce webinaire? Peut-être un seul point, c'est que il faut pas que ça devienne quelque chose d'angoissant, bien le contraire. Oui, la paye à l'international, c'est complexe. Mais justement, il existe des solutions, il existe des stratégies à mettre en place, et c'est justement où Deal a cette capacité, cette agilité-là. Un point clé aussi de notre côté, c'est flexibilité, de pouvoir changer d'échelle, comme vous le disiez Philippe. Ce mot de scalability est un vrai point. Je donne un exemple très simple, c'est une entreprise n'a pas de talent dans un territoire donné. Non, ils sont loin d'être obligés d'ouvrir une entité dans le pays, puisqu'on peut faire et les accompagner avec du portage salarial, des freelances. Au moment où le territoire s'avère être absolument génial pour la stratégie de l'entreprise, à ce moment-là, on peut les accompagner même avec la possibilité de créer leur entité dans le pays. Et bien sûr, ensuite, passer à la gestion de la paye de ces nouveaux collaborateurs. Donc, tout ça, c'est une plateforme qui respire en fin de compte au rythme de nos clients. Ça marche. Merci beaucoup Jairo pour ces éléments. Je vous propose de passer assez rapidement sur la dimension un peu plus informelle, hein, une session de questions-réponses. Alors j'avais deux questions à vous poser, Justine et Jairo. Tout d'abord sur la dimension de KPI. Quels sont les KPI importants à retenir, hein, pour une bonne consolidation de la paye à l'international? Alors comme ça paraît d'un point volet assez technique, mais est-ce que vous pourriez être assez synthétique sur vraiment les KPI à prendre en compte, les indicateurs à prendre en compte lorsqu'on monte ce type de projet? Justine? Je me lance. Finalement, les KPI vont dépendre des objectifs et comme on l'a dit, chaque entreprise peut avoir des objectifs différents. Si on donne quelques exemples, si l'objectif est de rationaliser les coûts de production de la paye et d'être plus efficace sur les coûts de production de paye, on peut calculer un ROI qui est un indicateur quantitatif et qui va permettre de valoriser finalement les gains qu'ont apporté le projet Global Payroll.
Si l'objectif était de sécuriser la paye, on peut calculer des taux d'erreur, par exemple, qui vont permettre de mettre en avant que les erreurs que j'avais ou le taux d'erreur que j'avais avant mon projet, le projet a permis de le faire diminuer après mon projet. Alors, il ne faut pas le mesurer à la première paye suite au projet. Il faut peut-être attendre quelques mois pour voir les effets effectivement du projet Global Payroll, mais c'est ce type d'indicateur qu'on peut mettre en place d'un point de vue quantitatif. Très bien. Jairo, du côté de Deal? Absolument. Alors, la première chose que j'ai envie de dire par rapport à ce que Justine vient de dire, c'est avoir justement un prestataire qui est flexible. Donc, pour avoir effectivement un ROI et pouvoir voir le retour justement de cet investissement au fur et à mesure, il faut premièrement donner un peu de temps, mais aussi prendre en compte ce qu'on appelle en anglais TCO, Total Cost of Ownership. Donc, quel est le coût qui nous appartient réellement sur la situation actuelle et comment elle est structurée avec la nouvelle solution et la nouvelle stratégie. Ça va nous permettre d'avoir un vrai ROI. Donc, ce qui nous permet en fin de compte d'avoir, on a des prévisions d'ROI et grâce au TCO, on pourra avoir véritablement l'impact de ce changement de stratégie. Oui, c'est ça, le fameux TCO, le Total Cost of Ownership, on traduit en français, c'est quoi? C'est coût total d'exploitation, de possession, hein, c'est ça, c'est à peu près ça, si je me trompe pas, qui prend en compte les coûts directs et indirects d'un service ou d'un produit. Grosso modo, hein. Je le fais de manière très, très rapide, mais c'est à peu près ça. C'est exactement ça. Ça marche. Merci beaucoup, Jairo. Dernière question pour boucler ce webinaire. Il nous reste 4 minutes, donc on va le faire tranquillement. J'aurais voulu savoir quels sont vos projets entre Conviction RH et Deal pour 2024. Et ça me permettra, avec Jairo, d'aborder la dimension d'IA qui est native, hein, quelque part chez Deal, mais je sais que ça s'accélère aussi. Peut-être qu'on finira cette séquence d'échange par ce volet-là. On va commencer par Justine, du côté de Conviction RH. Très bien, merci. Alors, on a beaucoup de projets avec nos clients et tant sur la partie Global Payroll que de manière générale sur l'ensemble des projets qu'on peut accompagner, que ce soit en SIRH, en transformation ou en RH. Je pense que notre ambition première, c'est d'arriver à construire des projets avec eux qui vont répondre à leurs ambitions, à leurs enjeux. C'est notre approche, effectivement, quand on les accompagne, c'est d'arriver à avoir un projet qui soit sur mesure et qui réponde en totalité à leurs besoins à eux. On n'arrive pas avec une méthodologie toute faite, mais on essaye de s'adapter au maximum pour répondre à des besoins qui parfois sont spécifiques, parfois sont standards. Mais en tout cas, voilà, c'est d'accompagner au mieux et de la manière la plus personnalisée possible. Très bien. Du côté de Deal, Jairo, quels sont les projets sur lesquels vous travaillez, sur lesquels vous souhaitez accentuer en 2024? Et je vais en profiter pour laisser également vos adresses e-mail si jamais des participants souhaitent vous contacter pour avoir des précisions sur des points que vous avez évoqués au cours de ce webinaire. Absolument. Alors, Deal continue à grandir, continue à développer également des outils, puisque nous avons une gigantesque oreille qui est vers nos clients. Donc, la partie feedback est véritablement extrêmement importante. Et on améliore au fur et à mesure, selon les évolutions des besoins, également la solution en soi. Typiquement, un exemple absolument phare, ça serait la suite SIRH de Deal, qui maintenant, on vient de rajouter justement une notion de temps où les collaborateurs peuvent partager leurs heures d'arrivée, leurs heures de sortie, qui va automatiquement passer en paye, bien sûr. Donc, la solution continue à grandir, les propositions continuent à grandir. Aujourd'hui, comme je le disais, Deal a plus de 3000 collaborateurs autour du monde. Et on est en plein processus d'embauche de encore 1000 collaborateurs, ce qui permet justement de continuer à proposer cette excellence de service qui nous est bien propre en fin de compte.
Et la difficile question de l'IA à synthétiser en moins d'une minute, Jairo, concrètement, quels sont les points forts de Deal en matière d'IA? Alors, nous avons une IA qui est directement sur la plateforme et qui permet d'accompagner et d'assister justement tout type de questions. Typiquement, un expert côté client peut avoir une question sur X réglementaire dans X pays. Il pose la question directement à IA et le IA donnera ce retour-là. Ça marche, merci beaucoup Jairo. On arrive, il nous reste encore quelques secondes avant la fin de cette session de webinaire. Je voulais remercier mes intervenants, Justine Auclair, Senior Manager chez Conviction RH, Jairo Teinturier, expert global payroll chez Deal. Merci beaucoup pour la densité des explications, pour votre dynamisme et pour votre bonne humeur. Je crois qu'on a fait l'ensemble, on a traité l'ensemble des points qu'on voulait aborder au cours de cette session et quelque part le challenge est gagné, donc c'est super. Merci beaucoup. Je rappelle à tous nos participants qu'il sera possible de revoir très prochainement le replay de ce webinaire sur la chaîne YouTube de RH Matin. Et en attendant, vous avez l'adresse email de mes intervenants de ce webinaire si jamais vous souhaitez prolonger ce débat. Merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi cette session et à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, Philippe, et merci Justine, et à très bientôt tout le monde. Merci à tous les deux. Merci à tous, au revoir.